Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Aumasson qui va nous parler de son livre qui s'intitule La cryptographie déchiffrée, une introduction pratique au chiffrement moderne. Bonjour Jean-Philippe. Bonsoir Johan et bonsoir à toute l'équipe. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et Christophe Renard. Bonjour. Alors Jean-Philippe, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, déjà, la plupart des gens m'appellent JP. Ça me fait bizarre qu'on dit Jean-Philippe. Il y a que mes parents qui m'appellent comme ça. Moi, je fais de la cryptographie au départ, c'est-à-dire depuis 2005 environ. Donc, avant les blockchains, parce que maintenant, quand on dit qu'on fait de la crypto, les gens font Bitcoin, machin. Donc, je viens de région parisienne à la base, j'ai étudié l'informatique à l'université, j'ai fait un doctorat à l'EPFL en Suisse. Après, j'ai continué à faire de la recherche académique, j'ai bossé à Kudelski dans la Pay TV, le design des crypto custom. Ensuite, fait pas mal de consulting, sécurité, cryptographie toujours. Voilà, j'en passe. Et maintenant, je suis cofondateur et CSO d'une boîte qui s'appelle Taurus, donc basée à Genève, des bureaux à différents endroits. Puis ce qu'on fait, en gros, on fournit la technologie que les banques utilisent pour stocker ce qu'on appelle les actifs digitaux, les crypto-actifs. Toutes ces classes d'actifs où si tu perds ta clé privée, tu perds tout ton argent. Donc voilà, il y a de la sécurité, il y a du hardware et du software, il y a de la crypto. Et puis, à mes heures perdues, j'écris des bouquins. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Et donc, alors, quelle est la genèse de ce livre ? Alors, ce livre, tout a commencé environ en 2015, quand je regardais un petit peu tous les bouquins crypto qu'il y avait. Il y avait le fameux bouquin de Bruce Schneier, qui était très bon, mais qui commençait à être un petit peu obsolète. Et je me suis dit, je vais faire le bouquin que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à apprendre la crypto. Un bouquin qui se concentre sur les fondamentaux, qui est assez limité en termes de jargon, parce que beaucoup de bouquins sont écrits par des académiques qui sont très très bons, mais qui sont peut-être un petit peu dans leur bulle. Et les ouvrages sont très formels, avec, de mon point de vue, beaucoup trop de maths et de formalisme par rapport à ce que la plupart des personnes ont besoin. Donc j'ai fait ça, que j'ai publié chez No Starch Press, donc qui est un des éditeurs les plus respectables dans le domaine des ouvrages orientés technique, hacking, ingénierie, pour un public assez large et varié. Et c'est un très très bon éditeur, des très bons process de qualité d'édition, j'ai beaucoup appris. Et donc publié en 2017. Et je me suis toujours dit, si ça marche, je ferai une seconde édition, parce que ça a commencé ce genre de bouquin, c'est relativement obsolète, même si je l'ai fait d'une façon à minimiser l'obsolescence, notamment en évitant de mettre des recettes liées à des outils qui sont perpétués l'évolution. Enfin bref, en 2021-22, j'ai commencé à réfléchir à une mise à jour, et je me suis dit que je voulais aussi le traduire en français, pour que mes parents puissent le lire par exemple. Et j'ai fait un petit peu 2 en 1. J'ai fait la traduction et j'ai fait la mise à jour en même temps. Et les deux sont sortis en octobre 2024, plus ou moins au même moment. Mais c'est ce qui est à peu près une coïncidence. Et il s'applique à qui ton bouquin ? Il s'adresse à qui exactement ? Il s'adresse pas à tout le monde, mais à un public assez large. La grande majorité des lecteurs, je dirais, c'est des personnes avec un profil technique, peut-être développeurs, ingénieurs ou pentesters, des gens qui sont exposés à la crypto, qui sont exposés à plein de concepts de sécurité, qui entendent parler d'AES, qui entendent parler de chiffrement, qui entendent parler de Diffie-Hellman, mais qui savent pas trop ce que ça veut dire. Quand ils vont chercher comment coder ça, ils vont copier quelque chose de Stack Overflow, mais ils vont pas nécessairement comprendre fondamentalement ce que ça fait. Qu'est-ce que c'est le chiffrement authentifié ? Qu'est-ce que c'est un hachage ? Qu'est-ce que c'est un MAC ? Donc le bouquin, ça a vraiment vocation à faire comprendre ces fondamentaux, des trucs tout bêtes, mais qu'est-ce que la confidentialité, qu'est-ce que l'intégrité, qu'est-ce que du chiffrement sûr, qu'est-ce que la clé publique, la clé privée, vraiment les bases des bases. Et ça permet aux personnes ensuite de mieux comprendre ce qu'ils font, de faire des meilleurs choix, pour avoir des systèmes plus fiables au final. Et d'autres types de publics, c'est aussi des étudiants, donc ça c'est un peu venu comme une surprise pour moi, mais le bouquin a pas mal été utilisé dans des universités, des écoles d'ingénieurs, pour justement former des étudiants qui ne sont pas forcément des matheux, qui ont plutôt un profil ingénieur ou informaticien, pour la crypto appliquée, donc dans des cours de niveau bachelor ou niveau master. Oui, je suis d'accord que le livre pourrait tout à fait utiliser
pour de la formation d'étudiants. Après, bon, tu as eu la gentillesse de nous envoyer un exemplaire gratuit du livre, hein, parce qu'on est obligé de le dire maintenant en France. Et c'est vrai quand même que c'est pas comme des livres qu'on a pu chroniquer précédemment, c'est pas destiné à un public d'enfants ou c'est pas des jeux amusants autour de la crypto. Quelqu'un qui lit le bouquin va vraiment entrer dans le dur sur c'est quoi la différence entre la crypto symétrique et asymétrique, c'est quoi des chiffrements authentifiés, etc. avec des notions de maths. Voilà. Il y a pas ce pédantisme qu'il y a dans les publications académiques habituelles où les gens sont obligés de tout de suite passer dans un langage symbolique et te mettre des symboles partout. Mais ça reste un vrai bouquin de crypto. Alors, Graphie. ouais, j'ai essayé d'allier une certaine rigueur intellectuelle, mais comme tu dis, sans faire de pédantisme, en minimisant le jargon, en minimisant les symboles. Parce que souvent, tu vois les papiers de crypto, c'est un peu à ceux qui mettront les symboles les plus ésotériques, pardon. On va mettre un symbole grec là, on va mettre une lettre grecque que personne n'utilise, juste pour faire un petit peu plus sophistiqué. Et une des règles que je m'étais fixée, et mon éditeur a fait en sorte que je l'applique, c'était de minimiser la quantité de mathématiques, de notions mathématiques, et de faire en sorte que le niveau nécessaire pour approcher le bouquin serait le niveau lycée. Donc par exemple, on m'a même demandé d'expliquer ce que c'était une probabilité. Le logarithme, c'était tout juste limite. On m'a dit, ok, un logarithme, tu peux le mettre, voilà. Mais il y a très très peu de maths avancées. À un moment, il y a des matrices, enfin c'est juste un tableau avec 2 lignes, 2 colonnes. Mais les maths, c'est vraiment très très basique. Et quand je disais niveau lycée, pour moi c'était niveau lycée français. Mais mon éditeur américain me disait non, ça tu le vois pas en high school. Ça c'est apparemment le niveau high school américain est pas toujours très élevé. Donc voilà, comme tu disais, avoir une rigueur intellectuelle, mais rester le plus simple possible dans les termes, dans les mots qu'on utilise, dans les formules. Et ça, franchement, l'éditeur m'a aussi beaucoup aidé à simplifier la présentation. Mais après, ça présente quand même des concepts. Tu avais peur d'être obsolète, ça présente quand même des concepts intemporels. Enfin, je veux dire, RSA, Diffie-Hellman, etc. Il n'y a pas des trucs. Enfin, ça parle pas de couplage de Weil et autres sujets de recherche plus amont, on va dire. Par contre, j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de MQV. Je sais pas pourquoi c'est arrivé dans le livre. Où est-ce que j'ai aussi cherché à apporter peut-être des petites anecdotes ou des schémas crypto un petit peu exotiques, mais qui ont néanmoins un intérêt à être présentés. Donc le MQV que tu cites, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une variante de l'échange de clés Diffie-Hellman, qui est un peu plus compliqué, qui est beaucoup plus compliqué, mais qui satisfait à des propriétés de sécurité que le Diffie-Hellman de base n'a pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce protocole qui s'appelle MQV, c'est le nom des auteurs, avait été standardisé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais avait été sélectionné par la NSA américaine pour un certain niveau de classification de documents. Parce que voilà, MQV c'est supérieur à Diffie-Hellman, mais au final il n'a pas été utilisé pour tout un tas de raisons qui ne sont pas forcément très claires. Mais c'est un objet d'étude intéressant, et pour la petite histoire, je faisais un séminaire de crypto à l'EPFL avec Ariane Lenstra, qui était très très exigeant, mais un excellent pédagogue. Et mon projet de recherche, ce que je devais présenter devant toute la classe, c'était justement MQV. Voilà. Donc je l'ai beaucoup étudié et j'ai un petit peu oublié, mais c'est intéressant pour l'étudiant à connaître. Si on parle de QV, quand j'ai commencé à faire de la crypto en tant que programmeur, j'ai pris le Schneier. Quand j'ai commencé à faire de la crypto avec des cryptographes, on m'a dit prends le Menezes. Les deux sont des bouquins qui sont sortis il y a presque 30 ans maintenant. Les deux parlaient des ancêtres d'AES et de RSA et de Diffie-Hellman. Et MQV est pas récent, il date à peu près de la même époque. Qu'est-ce que tu as mis dans ton livre qui est apparu dans ces 30 dernières années en cryptographie, qui n'aurait pas pu être dans ces livres-là à l'époque? Alors, très bonne question. Alors, je parle principalement des schémas cryptographiques, d'algorithmes qui sont utilisés, ou qui étaient utilisés quand j'écris la première version, et j'ai fait le choix de pas m'attarder sur des algorithmes historiques qui peuvent être intéressants, comme DES, mais j'ai préféré me concentrer sur ce que les gens utiliseraient. Donc on parle notamment AES, les fonctions de la famille SHA-2. Donc RSA, c'est un peu la brique fondamentale qu'on retrouve à plusieurs endroits, les courbes elliptiques. Et dans la dernière version donc, du bouquin, donc dans la traduction française notamment, je parle aussi de protocoles cryptographiques qui sont aujourd'hui plus utilisés, mais qui sont relativement anciens. Et ce qui est assez ironique, donc par exemple la signature de Schnorr, des protocoles de MPC, de Multi-Party Computation, d'autres choses. Donc il y a peut-être des choses qui sont anciennes pour les académiques, mais aujourd'hui qui sont de nouveau utilisées, notamment dans les applications blockchain. Et
Et un petit point aussi, pour rebondir sur ce qu'on disait sur les maths, et aussi pourquoi j'écris le bouquin, c'est que même si aujourd'hui beaucoup de gens me disent « Ah, la crypto, les maths, t'es bon en maths », la vérité que peut-être tout le monde ne sait pas, c'est que j'ai toujours été très médiocre en maths. Et c'est une frustration pour moi. Et mon premier cours de maths, je voulais le faire à la fac où j'étais, fac d'informatique à Cergy, et le cours était annulé. Il n'y avait pas assez d'étudiants, ce que je raconte dans la préface. Et moi qui étais médiocre en maths, mon premier cours de maths réel, c'était où? À l'école normale supérieure d'Ulm. Et c'était un cours de maths, enfin, lapsus freudien, un cours de crypto très très matheux, au tel point qu'on commence à parler de courbes elliptiques. Andreas Senge, qui est brillant, il fait 2 heures, moi les courbes elliptiques c'est facile. Vous avez compris, c'est bon, j'avais bien compris. On va parler des courbes hyperelliptiques maintenant, et des jacobiennes. J'avais aucune idée de ce que c'était. Tous les normaliens étaient super motivés. Et voilà, je voulais faire un bouquin pour les gens comme moi qui étaient nuls en maths, qui puissent quand même comprendre la crypto. Il y a un point qui est dans le livre et qui n'existait pas il y a 30 ans, c'est tout ce qui est quantique et post-quantique. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Parce que moi, pour être honnête, je ne crois pas à l'ordinateur quantique, mais c'est une autre histoire. Alors, je pense qu'on partage le même point de vue. Alors voilà, croire, c'est un mot qui a certaines implications. Mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de hype. C'est souvent les gens qui vont te dire l'ordinateur quantique qui va casser RSA sera là dans 5 ans. C'est très souvent les mêmes personnes qui ont besoin de financement pour leur boîte ou qui ont besoin de financement pour leur recherche. Si tu regardes l'évolution de l'ordinateur quantique, ça fait 20 ans qu'on te dit que dans 3-4 ans ça va arriver. Et il y a des problèmes de scalabilité qui sont très durs à résoudre. Néanmoins, ça a un intérêt technologique, ça a un intérêt pour les cryptographes, et c'est pour ça que j'en parle, et surtout, juste pour être très, très prosaïque, le gouvernement américain a choisi de sélectionner des standards, des nouvelles normes de ce qu'on appelle la crypto post-quantum ou post-quantique. C'est des formes de cryptographie qui, contrairement à RSA ou les courbes elliptiques, ne seraient pas cassées par un ordinateur quantique éventuel. Et donc beaucoup de gens ont vu ça comme « Ouh là là, la NSA, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. La NSA affirme qu'un ordinateur quantique va arriver. » Alors que c'est juste très pragmatique, c'est juste de la gestion de risque, il y a une inconnue. Et si vous avez déjà travaillé dans le secteur public, vous savez que déployer quelque chose dans une administration, ça peut prendre des dizaines d'années. Et donc c'est totalement sensé qu'on choisisse de faire du post-quantum au cas où ça arriverait, parce qu'il y a des informations qui ont quand même beaucoup de valeur. Et est-ce que ces nouveaux algorithmes qui résisteraient aux attaques quantiques, est-ce qu'ils ne risquent pas d'être vulnérables à des attaques conventionnelles? Alors c'est un très très bon point qui ouvre beaucoup de questions, parce qu'en termes de cryptographie appliquée, il y a 2 sources de failles de sécurité. Donc il y a des failles au niveau de l'algorithme, des failles théoriques, mathématiques, et comme vous le savez aussi, il y a des failles au niveau de l'implémentation. Donc ça peut être des failles software classiques, donc memory corruption ou autre, ou juste une implémentation incorrecte de la norme. Mais ça peut être des problèmes de sécurité propres à la cryptographie, notamment ces classes d'attaque side channel, des attaques timing notamment. Et ça nous a pris, je pense que j'exagère pas en disant que ça nous a pris des dizaines d'années à savoir faire des implémentations logicielles de RSA ou des courbes elliptiques qui sont fiables contre un certain nombre de menaces, alors que pour la crypto post-quantique, c'est beaucoup plus frais. Et pour se prémunir contre ce risque, donc une approche, c'est de faire ce qu'on appelle des schémas hybrides, où tu as, pour les signatures, tu aurais une signature à la courbe elliptique, comme CDSA, et une signature post-quantique. Et si tu as un message à signer, tu signes avec les 2 schémas. Et ce qui va vérifier, il va vérifier chacune des signatures, et il va uniquement accepter le message si les 2 signatures, classiques, courbe elliptique et post-quantum, sont les 2 correctes. Comme ça, tu te protèges contre les 2 risques. Si le post-quantique, l'implémentation est pétée, tu as le truc classique. Et s'il y a un quantique qui arrive et qui pète le classique, il y a le post-quantum. Et si les 2 sont pétés, tu n'as vraiment pas de chance. Ça protège l'intégrité ou l'authenticité, mais par contre, pour la confidentialité, il faudrait faire une double couche classique et post-quantique. Alors, oui, et c'est même plus important que les signatures. Parce que les signatures, on ne protège pas la confidentialité, comme tu le disais. Donc tu peux attendre, pas dans 20 ans, 30 ans, qu'on se rapproche d'un ordinateur quantique. On dit, oulala, donc le risque augmente, on va révoquer nos anciennes clés de signature, et maintenant on va signer des clés avec des clés post-quantiques, et on restaure la sécurité. Alors que quand on parle de confidentialité, si ton message chiffré que tu publies aujourd'hui est stocké par je ne sais qui, la NSA ou autre, s'ils le gardent dans leur data center pendant 20 ou 30 ou 50 ans, tu peux pas le supprimer. Et donc pour répondre à ta question, il y a une technique un petit peu équivalente. Si on fait un accord de clé TLS, par exemple le handshake TLS, où tu fais une sorte de défi Hellman, et à la fin, tu as un secret partagé
entre le serveur et le client typiquement, et de ton secret partagé, tu dérives des clés. En fait, pour créer ce secret partagé, tu peux mélanger le résultat d'un Diffie-Hellman classique, donc qui n'est pas post-quantique, et le résultat d'un accord de clé post-quantique, par exemple avec le schéma qui s'appelle Kyber. Tu mélanges les deux, et comme ça, pareil, tu as la sécurité garantie à la condition qu'au moins un des deux soit sûr, et leurs implémentations respectives. Alors, pour revenir sur le livre, du coup, est-ce que tu peux nous parler du process d'édition ? Parce que tous les gens qu'on a interviewés ici nous ont dit écrire un livre, c'est de la folie. Ça demande discipline et une détermination, et une bonne organisation. Alors, l'éditeur avec lequel je travaillais, donc No Starch Press pour la version originale en anglais, est très professionnel, ils ont beaucoup d'expérience en la matière, et je suis entouré par une équipe, un éditeur qui édite vraiment le bouquin, qui t'aide à restructurer quand c'est nécessaire, aller plus en profondeur, ou donner moins de détails quand c'est nécessaire. Évidemment, ensuite, il y a tout un travail de relecture, de réécriture, de correction des fautes d'orthographe, de formatage. Plein de personnes relisent, et puis quand tu l'imprimes, il y a toujours des typos. Mais la façon dont on travaillait, c'est qu'un petit peu, je me disais que chaque mois, je faisais un chapitre. Et j'ai à peu près réussi à suivre ça. Donc il y a des chapitres qui demandaient plus de travail que d'autres. Et il faut savoir qu'avant d'écrire les premières lettres, il y a beaucoup de recherches à faire. Donc tu te dirais que c'est un bouquin sur la crypto basique, moi j'ai fait beaucoup de crypto donc ça va être évident. En fait non, parce que tu as une quantité de connaissances qui n'est pas forcément très structurée, très organisée. Tu dis, qu'est-ce que je dois donner au lecteur ? Faut pas trop en donner. Parce que si tu le submerges d'informations, ça va être contre-productif. Donc il y avait vraiment tout ce travail de savoir ce qui serait dans le bouquin, ce qui serait pas dans le bouquin. Donc j'ai coupé quelques parties et rajouté des choses. Et voilà. Et quant à la traduction, donc je sais pas si vous avez lu la traduction en français du bouquin de Broschneier. Je me rappelle très clairement quand je l'avais pris dans mes mains à la bibliothèque de l'université de Cergy-Pontoise, j'étais là, Broschneier, cryptographie appliquée. C'était un très bon bouquin. En revanche, la traduction française était vraiment pas top d'un point de vue éditorial. Parce que souvent, je pense que vous avez tous vu les traductions de bouquins écrits en anglais, traduits en français. Et il y a très souvent deux situations. Il y a le bouquin qui est très bien, traduit en termes littéraires, en termes de prose, très bonne orthographe, très belle grammaire, mais où les termes techniques sont vraiment massacrés, où il y a même des fautes techniques. Et puis il y a le cas inverse, où c'est quelqu'un, un spécialiste qui le traduit, mais qui n'a pas beaucoup l'habitude d'écrire. Donc, je me suis dit, allez, je vais le traduire moi-même, comme ça, s'il y a des erreurs, je serai le seul responsable. Et je me suis attelé à cette tâche, je pense l'année dernière, ça m'a pris quasiment 1 an à traduire. Et ensuite, ça prend peut-être 6 mois à faire le travail avec l'éditeur. Et ce que j'ai fait, donc au fur et à mesure que je le traduisais, je me suis dit, voilà, donc je commence à traduire, et dès que je rencontre une partie qui nécessite une mise à jour, ou un ajout, une modification, donc je fais cette modification, mais je la porte aussi en anglais. Donc si je rajoute un paragraphe, je rajoute un contenu, au même moment quasiment, j'écrivais l'équivalent qui se retrouverait dans la deuxième version, la deuxième édition anglaise. C'est rarissime comme manière de travailler, mais aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est arrivé dans une norme. Puisque la norme ADA, rarissime, et à la fois en français et en anglais, avec la page en français et la page en anglais, a été développée simultanément dans les deux langues. Donc à chaque mise à jour, il y avait la mise à jour simultanée en français et en anglais. J'ai jamais vu d'autres cas que la norme ADA développée comme ça. Toutes les autres normes, elles sont discutées et développées en anglais, et puis après traduites en français si c'est nécessaire, puisqu'il y a un public francophone. Comme elles peuvent être traduites en espagnol, en arabe, en russe, en chinois, etc. Mais c'est un travail... mais quelque part, c'est peut-être plus simple, non, de faire simultanément, plus rapide. J'ai trouvé qu'un des avantages était, si par exemple je travaillais sur le chapitre RSA, tout était dans ma tête, donc j'étais vraiment dans le monde RSA. J'écrivais ça en français, je réfléchissais aux mises à jour à faire, aux changements. Même aussi en termes de qualité de rédaction, j'ai beaucoup changé. Il y a des choses que j'ai adaptées au français parce qu'on formule pas nécessairement les choses de la même manière en français qu'en anglais. Mais le fait d'être vraiment concentré sur un chapitre et en même temps faire la version anglaise, ça m'a évité le context switching, de dire là je suis tout en français et après je reviens à un autre tour ou alors dans l'autre sens, ce qui m'aurait pris plus de temps. Et un gros challenge que j'ai, enfin pas un gros challenge mais quelque chose à considérer quand on fait ce genre d'exercice, c'est qu'est-ce qu'on traduit et comment on le traduit. Donc est-ce qu'on préfère parler de preuve zero knowledge ou de preuve à divulgation nulle de connaissances? Est-ce qu'on parle de block cipher ou de chiffrement par bloc? Et le choix que j'ai fait, donc il n'y a pas de choix parfait mais il faut juste être cohérent et faire le même choix du début à la fin. Je me suis dit quand je parle en français avec d'autres cryptographes autour de moi,
Donc quand je parle oralement, quel terme je vais utiliser? Est-ce que je dis un chiffrement par bloc ou un bloc cipher? Je dis un bloc cipher. Donc je m'en suis tenu un petit peu à cette règle. Après, je sais que les conventions et les habitudes changent. Par exemple, en Suisse romande et en France, je sais qu'en France, il y a peut-être plus tendance à utiliser les traductions. Donc il y a peut-être des choix qui pourront surprendre les lecteurs français. Oui, alors, les traductions, les algorithmes à apport de connaissances nulles, ça a été inventé en français. Donc, si tu veux, la quantité de choses inventées en français que les gens oublient très vite, non, on peut pas dire que c'est une traduction, ça a été traduit en anglais. Ah bah, je savais pas ça. Ouais. Ah bah, Louis Guillou. Ah, du coup, j'ai envie de poser le dinosaure a fait son dinosaure. Du coup, j'ai envie de poser la question, tu parlais de Ada 1983 ou 1995, Hervé? Je ne sais pas, je ne sais plus. Il y a plusieurs versions. Comme le Fortran. Et ça, JP, finalement, en fait, le fait de faire ce livre, est-ce que ça te permet d'apprendre différemment aussi, d'asseoir des concepts qui, dans le fond, étaient clairs, mais le fait de devoir les expliquer dans un livre, d'ordonner tes idées, etc., te fait voir les choses d'une manière différente? Alors, vraiment, ça a beaucoup clarifié de choses dans mon esprit, et j'ai vraiment aussi appris des choses relativement basiques, parce que quand tu fais de la crypto, tu te spécialises toujours dans un domaine. Donc moi, c'était la crypto symétrique, les choses comme les fonctions de hachage, et t'es vraiment dans un domaine niche, d'un domaine qui est déjà niche à la base, et ça a permis d'avoir une compréhension, une connaissance assez solide d'un petit peu tous les domaines, peut-être pas tout le domaine, mais les domaines les plus communs. Et ensuite, parce que je donne aussi des formations, des cours de cryptographie, peu au même public que le bouquin. Et ensuite, ça aide vraiment à expliquer les choses, mais surtout en se mettant à la place du lecteur. Parce que j'ai aussi eu beaucoup de feedback de lecteurs, qu'est-ce qui passait bien, qu'est-ce qui passait moins bien. Et c'est très difficile quand t'as bossé, je sais pas, 15 ans sur un sujet, des choses qui sont évidentes pour toi. Évidemment, une S-Box, ça a telle propriété, c'est évident. Bien sûr, une matrice, c'est comme ça. Et tu vas pas forcément réussir à l'expliquer de façon suffisamment limpide et claire à quelqu'un qui a jamais vu le concept. Donc le fait de faire cet exercice dans le bouquin, ça m'a vachement aidé aussi à expliquer la crypto. Et justement, tu as décidé de partir sur quelle organisation, quelle structure? Alors, il y a plusieurs approches. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de commencer par vraiment les fondamentaux, les bases. Donc pas attaquer tout de suite avec les blocs cipher, avec des choses techniques qui seraient peut-être trop brutales comme commencement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le chiffrement sûr et qu'est-ce que c'est de l'aléa? Donc, je commence souvent mes cours de crypto par ça. Qu'est-ce que c'est random? Quelque chose d'aléatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Et le rôle de l'aléa dans la cryptographie, si t'as pas d'aléa, si t'as pas d'incertitude, tout est prédictible, je sais pas quel est le meilleur mot. Et si tout est prévisible, il y a plus de secret, parce que tu peux prédire la clé et déchiffrer. Et ça, beaucoup de gens m'ont dit « Ah mais oui, mais c'est vrai, j'ai jamais réalisé que pour satisfaire cette notion de chiffrement sûr, il faut de l'aléa nécessairement, et que l'aléa est présent un petit peu partout, dans beaucoup de composants cryptographiques. » Enfin bref, voilà, donc commencer par les bases, et ensuite les composants, donc les blocs que tu vas utiliser pour faire de la crypto compliquée. Donc les blocs les plus simples, c'est des fonctions de hachage, schéma de chiffrement par bloc et stream cipher. Donc j'étudie ces composants un par un. Et après, je crois vers la moitié du bouquin ou un peu plus, on commence à faire des maths. Donc, et on parle des problèmes fondamentaux, des problèmes difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire un problème difficile? Donc j'évoque les problèmes NP difficiles, les problèmes NP complets. Et j'essaie de enterrer ça avec le moins de maths possible. Même si tu peux pas totalement t'en passer. Et puis la fin, c'est des applications plus modernes, plus récentes, que j'ai tenté de présenter. Je sais pas si j'ai réussi, mais que j'ai tenté de présenter d'une façon pas trop indigeste. Même si le dernier chapitre, donc maintenant le chapitre 15, c'est Pascal Junot qui me disait le 15, c'est le boss final, parce qu'il est beaucoup plus gratiné niveau technique. Est-ce que c'est le boss d'Elden Ring ou pas? Dans ton livre, est-ce qu'on est surtout sur des explications? Est-ce qu'il y a aussi des exercices? Parce que voilà, je pense notamment aux exercices de Matazano, fut un temps, qui étaient disponibles sur Internet. Est-ce que c'est des choses qui... Voilà, comment t'as structuré cette partie, s'il y a une partie technique, et ou sinon c'est peut-être pour un projet futur, j'en sais rien. Il n'y a pas eu d'exercice, j'ai pas eu le courage d'en faire. Il y a certains auteurs qui ont réussi à faire des exercices, et des fois même avec les solutions, et c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé, notamment les enseignants, qui doivent faire des sessions d'exercices, des TP ou autres. Donc il n'y a pas ça. En revanche, à la fin de chaque chapitre, j'ai une section où je décris
tous les scénarios catastrophes, enfin pas tous les scénarios catastrophes, mais des exemples de scénarios catastrophes. Je l'appelais What Could Go Wrong dans la version anglaise. Et j'essaie de me concentrer vraiment sur des cas pratiques d'erreurs que j'avais trouvées dans des audits de crypto que j'ai pu faire, juste pour présenter les erreurs les plus communes, les catastrophes les plus spectaculaires, pour éviter que les gens les reproduisent. Et puis aussi, à la fin de chaque chapitre, il y a une petite section, je crois que j'appelle en savoir plus dans la version française, sur des lectures pour aller plus loin. Non, je l'appelle pour aller plus loin en français. Voilà. Sur des choses que j'ai pas pu couvrir dans le chapitre, ou que j'avais pas eu le temps, ou qui étaient trop avancées. Donc que je cite brièvement à la fin de chaque chapitre, c'est pas du tout exhaustif, mais j'essaie de choisir des choses pertinentes pour les lecteurs. Je voudrais rassurer les auditeurs, hein, même sur le boss final, comme tu le dis. Au moins la première partie et au moins ce qui décrit ce dont tu parles, très compréhensible. Sans avoir fait de maths, on arrive à comprendre. Par exemple, l'épreuve à zéro connaissance, on arrive à comprendre le concept, sans ensuite avoir besoin de rentrer dans les détails, mais au moins on sait de quoi on parle. On comprend de quoi on parle. Merci, ça me fait plaisir et c'est vrai que c'est ce qui me touche le plus quand je reçois des commentaires de lecteurs qui me disent « Ah, toute ma vie j'ai essayé de lire des bouquins de crypto, j'ai regardé des talks, des vidéos, j'ai jamais rien compris. Et en lisant ton bouquin, alors c'est pas que la lumière est apparue, mais c'était beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus clair. » Donc je pense de ce côté-là, j'ai un peu réussi la mission. Néanmoins, je crois que comme j'explique dans la préface ou ailleurs, j'ai fait une analogie, et puis c'est pas moi l'auteur, c'est un écrivain français qui avait fait ça. Quand tu écris un bouquin, donc t'essayes de donner à ton lecteur les moyens d'avancer. Donc tu t'imagines un alpiniste, tu lui donnes des bonnes chaussures, des crampons, des piolets, un bonnet s'il fait froid. Il est bien équipé, mais après c'est lui qui devra faire l'effort, il devra quand même avancer, page par page. Et puis quand même réfléchir, tout va pas rentrer facilement. Mais tu peux lui simplifier le chemin, donc faire un chemin qui est pas trop pentu, il y a pas trop de racines et de cailloux pour qu'il puisse avancer tranquillement, et à la fin arriver où est-ce qu'il doit arriver. Donc j'essaie un petit peu de vraiment simplifier, épurer les choses, que ce soit dans la version anglaise ou française, qui a à peu près le même niveau de sophistication. J'ai quand même une question à laquelle tu ne répondras probablement pas, mais laquelle des cryptos t'a rendu le plus riche? Est-ce que c'est écrire un livre? Est-ce que c'est la crypto ou les cryptos? Oh mon Dieu. Je crois que je dois être la pire personne au monde quand il s'agit de investir entre guillemets dans des crypto-monnaies. Tu sais, moi je suis comme le mec, j'ai acheté du Bitcoin en décembre 2017. Genre littéralement 2 semaines avant que ça se crache. Non, mais juste pour... Enfin, on rigole, mais on n'a pas parlé de ça, on n'a pas cité le mot blockchain. Mais dans le bouquin, je parle pas vraiment de crypto-monnaie. J'explique pas ce que c'est une blockchain. Mais le dernier chapitre, il s'appelle Cryptocurrency Cryptography, et en français, cryptographie et crypto-monnaie, où j'ai choisi de parler des applications de la cryptographie qu'on trouve dans le monde blockchain, sur lequel j'ai mon opinion. Mais malgré tous les travers que ça peut avoir, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout l'argent qui est venu dans cet écosystème a permis de financer et développer des schémas cryptographiques qui sont vraiment intéressants et, dans une certaine mesure, de démocratiser, je sais pas si c'est le meilleur mot, le développement de la cryptographie. Avant, fallait avoir au moins un doctorat, des publications dans des revues, des conférences pour devenir un cryptographe respectable et puis enfin développer des algorithmes que personne n'utiliserait peut-être. Et si tu regardes dans les protocoles blockchain, donc tu as des gens qui n'ont pas nécessairement une éducation formelle, mais qu'on puisse former eux-mêmes ou en participant à des événements, puissent former à des formes de crypto super complexes telles que les preuves Zero Knowledge, et ensuite même créer des protocoles. Et contrairement aux académiques dont le seul but c'est de publier des articles dans des bonnes conférences et après oublier le truc et jamais l'implémenter, là on revient un petit peu dans un monde qui est un petit peu la genèse de la cryptographie, c'est faire des choses qui ont une utilité et qui sont implémentées, mises en œuvre, déployées, utilisées, où les performances ont vraiment une importance. Et ça a permis de faire aussi un grand nombre de progrès. Les besoins blockchain, notamment dans le monde des signatures à seuil, des preuves Zero Knowledge, en l'espace de peut-être une demi-douzaine d'années. Il y a autant de progrès que peut-être pendant 20 ans avant. Et puis il y a des choses propres à la crypto, propres à la blockchain qui sont développées aussi. Donc c'est ça dont je parle dans le dernier chapitre. Moins par amour de la blockchain que par intérêt technique pour la crypto qui est utile. Est-ce que tu penses que ça se démocratise quand même? Enfin, justement, comme tu dis, il y a
ça ramène de l'argent, ça ramène des personnes. Est-ce que ça se démocratise dans le fond, notamment l'usage de la crypto et quand même l'intérêt pour la tech qui est derrière? Ouais. Alors, mon cheval de bataille, enfin depuis que je m'étais lancé un petit peu dans cette affaire de cryptographie tout au début, et quand j'ai navigué un petit peu entre l'académique et ces cercles un petit peu incestueux et fermés, et que je suis allé dans l'industrie, je me suis dit, mais c'est absurde, il y a des gens très compétents, très intelligents dans le monde académique, des gens très compétents, intelligents dans l'ingénierie, dans l'industrie, mais les académiques ne veulent pas entendre parler de l'industrie, pour eux c'est des gens corrompus qui pensent qu'à l'argent, et puis l'inverse, aussi ces stéréotypes. Et ce gars, il y a peut-être 15-20 ans, pour apprendre la crypto, bah, il n'y avait que des bouquins qui étaient faits pour les académiques, pour les cryptographes, pour les matheux. Et en l'espace, je pense, d'une quinzaine d'années, ça s'est vraiment démocratisé, comme tu disais, dans le sens où les ressources sont bien plus accessibles à, enfin, pas n'importe qui, mais à beaucoup de développeurs. Et si tu es un ingénieur, que tu dois implémenter quelque chose, je sais pas, en Go ou en Rust, bah les interfaces sont beaucoup plus claires, beaucoup mieux documentées, beaucoup moins risquées. T'as plus à comprendre, à dire, ok, je vais choisir mon bloc cipher, ma taille de clé, ma courbe elliptique, je vais assembler tout ça, je vais essayer de comprendre comment ça marche. Non, maintenant, si tu prends, je sais pas, la librairie Ting de Google, t'as un truc qui s'appelle CryptoBox, quelque chose comme ça, où t'as Encrypt et t'as pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière. Et plus généralement, tout l'écosystème, tu prends par exemple les packages crypto dans le langage Go ou dans le langage Rust, c'est un très haut niveau de maturité, c'est très simple, et tu n'auras pas 10 000 algorithmes parmi lesquels choisir, tu en auras peut-être un ou deux ou trois, et ils seront tous fiables. Donc la crypto est vraiment beaucoup plus accessible à tout le monde, beaucoup plus facile à intégrer. Les interfaces, les librairies, les API, tout est beaucoup plus clair. Il y a des conférences, comme la conférence Real World Crypto, qui est vraiment l'intersection de l'industrie et de la recherche académique. Et voilà, mon bouquin, je pense, est une modeste contribution à un petit peu rapprocher ces demandes aussi. Ok, Jean-Philippe, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Je sais pas, moi, je vous remercie encore pour cette invitation, pour cette discussion. Et j'espère que... C'est nous qui te félicitons d'avoir écrit un tel livre. Merci beaucoup. J'espère que le livre aura du succès parmi les lecteurs français. Et j'étais étonné de voir, je suis tombé par hasard sur le truc d'Amazon. Et ils font ces classements, alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'était marqué le livre le plus offert dans la catégorie ouvrage informatique pour l'entreprise. C'est vrai que je trouve que c'est une très très bonne idée de cadeau. Si vous connaissez des gens qui s'intéressent à la cryptographie, franchement c'est une bonne idée. Voilà, pour les oncles, les tantes, vous ne savez pas quoi offrir. Pour parler du Big Boss pendant un repas de famille, c'est ça? Voilà, parfait. Non, puis la couverture est pas mal, donc ça peut décorer aussi les stagiaires. C'est pour la tante qui est trop bavarde et réticente à l'occuper. Voilà. Ok, bien, Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.